Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Histoire de livres. Mon nom est Marie Brassard. Je suis très heureuse d'avoir à mes côtés aujourd'hui deux invités pour nous parler du livre « Liens brisés, liens retrouvés ». Alors, j'accueille d'abord Suzanne Codreau. Bonjour Suzanne. Bonjour. Et sa complice en écriture, Linda Pelletier. Bonjour Marie. Bonjour Linda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque j'ai été très intriguée par ce livre. Nous allons évidemment parler du phénomène d'adoption ou d'abandon. Donc, c'est un peu une relation miroir que vous nous proposez puisque Suzanne a vécu dans son parcours, l'occasion ou l'événement de devoir abandonner son enfant. Et toi, tu as vécu le contraire, c'est que tu as été à ta naissance abandonnée par la force des choses par ta mère biologique. Maintenant, avant même de mettre la table sur votre sujet, j'aimerais bien connaître un peu quel a été votre parcours à chacune pour vous permettre ensuite de créer vous-même une retrouvaille entre vous, même si vous n'êtes pas mère biologique et fille biologique. On s'entend. Tout à fait. Alors, quel a été ton parcours, Suzanne? Moi, je suis arrivée, je suis originaire de l'Ontario et j'ai vécu à Vancouver quelque temps. Et c'est de là où j'ai tombé, que je suis devenue enceinte et ça m'a amenée au Québec. Alors, il y a 36 ans. Et j'ai eu la chance de travailler avec une organisation, une société de la Couronne fédérale, dont la SCHL, où je suis maintenant retraitée, et ce qui m'a apporté énormément d'expérience. Et ça m'a amenée à vouloir faire autre chose. Mon besoin de vouloir aider les autres a fait en sorte que j'ai voulu suivre une formation au CQPNL, qui est une formation en coach certifié professionnel en programmation neurolinguistique. Alors ça a été terminé en 2008. Et depuis ce temps, on était aussi à l'écriture ensemble, dont on va y revenir tout à l'heure. Et c'est grâce à ce parcours que je suis arrivée jusqu'à l'écriture et faire le bonheur de travailler avec les gens. Oh, c'est très bien. Donc, votre démarche vous a peut-être amené à approfondir le côté humain des relations entre les gens? Tout à fait. Alors, parce que j'ai fait des postes de gestion lorsque j'étais à la SCHL, puis moi, ma passion, c'était de voir mes employés s'épanouir et de devenir des gens vraiment avec le potentiel qu'ils ont. Et ça me fascinait de voir comment on sait même pas qui on est, puis comment est-ce qu'on comprend pas les valeurs qu'on a. Et probablement parce que j'ai un vécu qui est difficile, ça m'a amenée à être ouverte aux autres, puis ouverte à surtout les blessures qu'on porte en chacun. Puis je trouve ça triste que des vies sont brisées à cause de blessures qui, dans le fond, des fois, seulement qu'un changement de cap, une façon de réaligner les choses nous permettent de prendre un nouveau chemin. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires sur ma route qui m'ont permis ça, dont ma co-auteure, qui est Linda. Linda. Et toi, Linda, le fil conducteur qui t'a amené à cette rencontre, quel est-il? Bien, c'est ça. Moi, après une séparation, un changement dans ma vie radical en 2006, je suis allée m'inscrire. Je me suis dit, tant qu'à changer, on va tout changer. Donc, j'ai décidé de réaliser un vieux rêve et d'aller faire une formation en coaching, devenir coach certifié en programmation neurolinguistique. Et c'est justement, on s'est rencontrés lors de ce parcours-là parce qu'on ne s'affiche pas naturellement « Ah, je suis un enfant adopté, ah, je suis mère biologique ». Et pendant notre parcours, en faisant certains exercices, c'est ça, on a échangé, puis on s'est rendu compte qu'on avait un point commun, comme d'autres aussi. Et on avait un peu toutes les deux ce désir-là, éventuellement, de faire quelque chose dans ce domaine-là. Puis on avait un travail à faire dans le cadre de notre formation pour le travail de fin d'études. Et on a décidé de mettre nos efforts en commun, puis de monter un atelier pour offrir aux gens de l'aide en rapport avec les adoptés puis les mères biologiques. Dans ton parcours à toi, Linda, tu savais depuis ton enfance que tu étais une enfant adoptée. Oui, j'ai toujours su, moi, que j'étais adoptée. Ça fait partie de mon histoire. Et ça, je pense que c'est très important aussi de savoir ça très tôt parce que ça fait partie intégrante de moi. Tu sais, des fois, on entendait quand j'étais plus jeune, les enfants viennent des choux, viennent des cigognes. Moi, je venais de la crèche, tu sais. Alors, moi, ça venait, bon, tu sais, c'était comme une sorte d'identité. Mes parents sont venus me choisir. J'ai été adoptée à l'âge de 7 mois et demi.
mes parents sont venus un après l'autre. Ma mère est venue à la crèche, elle m'a choisi. Elle est repartie parce que mon père travaillait, il était policier. Et là, lui est allé dans l'après-midi à la crèche et il m'a choisi aussi. Donc, j'ai eu le double bonheur, si on veut, d'être choisie par les deux sans que les deux se consultent. Donc, c'était un choix qui était unanime pour les deux. Ça part bien dans la vie d'un enfant qui a vécu des blessures, parce que c'est ça qu'on s'est rendu compte aussi en faisant notre parcours. C'est que et la mère et l'enfant ont les mêmes blessures. Suzanne a dû, comme toutes les mères biologiques, abandonner un enfant, le porter en sachant qu'elle allait le laisser. L'enfant arrive au monde, moi, dans mon cas, enfant adopté et tous les autres enfants adoptés, et on est abandonné. Donc, la blessure de la mère se poursuit avec l'enfant. Et c'est un souvenir qui est douloureux pour les deux. Ils ne sont pas au même moment exactement, mais c'est dans la même période. Et c'est ça qu'on voulait montrer aussi, qui nous a amenés à dire, bon, on va faire des ateliers. Puis de là est venue l'idée ensuite de faire un livre pour aller rejoindre le plus de monde possible. On dit qu'il y a beaucoup d'enfants adoptés ou de parents ou de mères biologiques qui ont dû abandonner leurs enfants. On a une seule donnée statistique, je pense, c'est celle du mouvement Retrouvailles, qui est quand même éloquente. Oui. Combien de personnes ont vécu d'un côté ou de l'autre le phénomène de l'abandon? En fait, le mouvement Retrouvailles avait fait les données qu'il y avait 300 000 enfants qui avaient été donnés à l'adoption. Il y en a 200 000 qui ont été adoptés et 100 000 qui ne l'ont pas été, dont les enfants du Duplessis se sont trouvés là-dedans, tout ça. Et ça, si on fait le calcul rapide, le 300 000 enfants confiés à l'adoption, ça fait qu'il y a 2 parents nécessairement biologiques. Puis il y a parfois des frères et sœurs. Des frères et sœurs, il y a des parents adoptifs qui vont adopter. Donc, ça inclut beaucoup de monde. Ça fait un total de 1 200 000 personnes concernées et plus. Et ça, c'est mais ça, c'est les données qui ont été capables d'avoir. Mais il y a beaucoup d'adoptions qui ont été faites à l'intérieur de la famille, dont la grand-mère qui a passé pour la mère, mais qui était la mère, la sœur qui était la sœur, mais qui était la mère. Et il y a beaucoup de choses comme ça, et des enfants de nature inconnue, où ils ne sauront jamais, il n'y aura jamais d'infos. Exactement. Les cas secrets ou les secrets perpétués d'une génération à l'autre. Mais ça m'amène quand même à quelque chose d'important. Votre démarche même, ou la petite histoire même de ce livre, est basée sur l'idée de venir en aide aux gens qui voudraient essayer de retrouver soit l'enfant, soit la mère biologique. Oui. En même temps, ça, et en plus, si c'est parce qu'il y a des cas où il n'y aura pas de retrouvailles, où la mère est décédée ou quoi que ce soit, mais il y a une blessure qui est là, qui est portée. Alors, on voulait adresser ça aussi en même temps. Alors, à quelque part, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une certaine paix qui puisse s'installer à l'intérieur de ça. Oui, peut-être que la retrouvaille n'aura pas lieu, mais en même temps, la vie continue. Bien sûr. Et à quelque part, de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Parce que de mon côté à moi, ce qui m'a toujours, en tant que mère biologique, je suis à la mode biologique, ce qui m'a toujours peiné, c'est de voir comment les mères sont sous le secret. Oui. Et comment ils sont elles-mêmes prisonnières de ce secret-là. Ils ont très peur d'être jugées d'abord. Tout à fait. Je pense que la peur du jugement est très présente, du rejet. Et très réelle aussi. Oui. Très réelle. Moins maintenant, mais dans les années 30, 40, 50, 60 et même 70, nous étions pointés du doigt. Mais cette blessure de peur a pu même s'accentuer compte tenu du temps. Tout à fait. Écoulé, et d'où l'idée que la rencontre, si elle a lieu, peut être difficile. Bien, sous-entend déjà une démarche de guérison de la part de la personne. Oui. Ou une démarche de préparation. Si la mère, elle est prête à ouvrir cette porte-là, et malheureusement, parce qu'elle a gardé le secret, il arrive énormément de fois, parce qu'il y a une systémique qui est autour de ça. Hein. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Elle a eu une autre famille quelques fois. Il y a des fois qu'il y a des mères qui ont refusé d'avoir d'autres enfants. Alors, c'est des vies brisées. Et ces dames-là n'oseront pas ouvrir la porte parce qu'ils ne sont pas prêtes à ouvrir cette blessure-là qui est profonde. Là. Oui, tout à fait. Je reviens à l'idée que la démarche
qui doit se faire sur une base personnelle, qu'on soit la mère ou qu'on soit l'enfant. La démarche est essentielle avant même de prendre la décision de poser des gestes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette démarche? Bien, moi, je dirais, pour mon expérience personnelle, que si j'avais fait des démarches pour vouloir retrouver ma mère biologique à l'âge de 17-18 ans, comme beaucoup de personnes, parce qu'on est dans la période où on veut s'identifier, on cherche beaucoup, je pense, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas fait, mais pour ma part, je n'étais pas assez bien préparée dans la vie, pas assez solide pour prendre un refus. Parce que quand on commence une démarche comme ça, de part et d'autre, que ce soit la mère ou l'enfant, il faut se dire que ça se peut qu'il y ait un rejet, que la mère ne veuille pas. Et à ce moment-là, est-ce qu'on est prêt? Il faut se poser la question, est-ce qu'on est prête à subir un autre rejet? Parce qu'il y en a déjà eu un auparavant. Donc, si on ne se sent pas assez forte, on est mieux d'attendre. Puis, moi, je l'ai faite, j'arrivais à mes 40 ans, et j'étais prête, je me disais, bon, bien, l'éventualité de dire, je peux avoir un oui, mais je peux avoir un non. J'étais en accord avec ça, il n'y avait pas de problème, je me sentais assez solide, j'étais appuyée aussi, j'avais mon expérience de vie qui faisait que j'étais beaucoup plus solide. Il faut penser, comme on parlait de secret tout à l'heure, moi, quand j'ai retrouvé ma mère biologique, je cherchais une mère, mais j'ai retrouvé aussi mon père qui s'est marié avec ma mère, et j'ai retrouvé 3 frères, une sœur. Donc, moi, je partais d'un enfant unique dans ma famille adoptive et je tombais dans une grosse famille. Et par la suite, quand on s'en est parlé avec mes parents biologiques, même s'ils étaient mariés ensemble, mes parents biologiques ne se parlaient pas de ma présence parce que c'était trop douloureux. Ils n'ouvraient pas la porte à ça, même entre eux autres. Alors, on imagine que quand la mère est mariée avec une autre personne, c'est encore plus difficile de s'ouvrir. D'où l'idée que le livre « Lien brisé, lien retrouvé » nous amène à vivre une démarche personnelle pour ensuite être en mesure de préparer les rencontres et peut-être d'éliminer les fausses attentes qui existent. Il y a aussi, dans les phénomènes modernes, beaucoup plus de services et de soutien. Vous êtes des coachs en PNL, vous pouvez accompagner des gens dans ce processus qui n'existait pas il y a quelques années. Non. Tout à fait. Alors, comme le temps file rapidement, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut suivre vos activités, vos conférences? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir à quel moment on pourrait, par exemple, aller vous rencontrer? Oui, on a créé une page sur Facebook qui est au nom du titre du livre, donc « Lien brisé, lien retrouvé ». Il y a aussi le mouvement Retrouvailles, qui est une organisation très bien implantée au niveau des gens qui ont l'expérience. Ils sont très à l'affût de les choses qu'on fait ensemble. On va monter des choses, des ateliers avec eux aussi. Alors, il y a un support qui est là. Et il y a aussi un site Internet qui s'appelle Adoption, Émotion, Retrouvailles, qui est comme un chat. Et les gens peuvent aller là, partager leurs expériences, et ça se fait de façon anonyme. Alors, merci beaucoup. C'est déjà tout le temps qu'on a. On aurait pu en discuter encore plusieurs minutes avec plaisir. Alors, j'invite les gens à lire le livre « Lien brisé, lien retrouvé ». Et je vous laisse, Linda Pelletier, avec une petite citation que j'ai choisie pour vous. On peut quelquefois retrouver un être, mais jamais on ne pourra abolir le temps. Et c'est de Marcel Proust. Et pour remercier Suzanne de sa participation aujourd'hui, j'ai trouvé celui-ci, petit mot de Alfred de Musset qui nous dit « Quelquefois, il y a des sympathies si réelles que, se rencontrant pour la première fois, on semble se retrouver. » Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci de votre appel. Et j'espère que les gens seront nombreux à suivre vos activités sur Facebook et Internet. Nous vous revenons après la pause avec Stéphane Robichaud. Bonjour, bienvenue à Histoire de livres. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un deuxième invité aujourd'hui, M. Stéphane Robichaud. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Stéphane est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Le monde merveilleux des possibilités ». Et j'ai eu l'occasion de te côtoyer récemment dans un salon du livre et ça m'a vraiment intriguée, ce titre et ce livre. J'aimerais bien savoir d'abord, tu es un jeune auteur, conférencier. Quel a été ton parcours qui t'a amené à écrire ce livre? Qu'est-ce que tu as comme bagage au départ pour vivre cette expérience? Bien, j'ai 33 ans. Ça fait 2 ans que j'ai écrit mon livre. Ça a été... j'ai des hauts et des bas.
Mais tout a commencé avec mon vécu, qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. J'ai pas eu une enfance super facile, aisée. Et j'ai l'impression que je me suis concentré sur ça pour développer une philosophie de toujours avancer, toujours essayer de me réaliser, accomplir mes rêves et tout ça. Et bon, j'ai eu le primaire, que bon, ça allait pas super bien, mais je me suis dit, gars, je vais continuer à persister, je vais avancer. Secondaire, j'ai commencé à m'ouvrir beaucoup aux gens, mais avec cette philosophie de toujours me dépasser. C'est là que je me suis rendu compte que je peux réaliser beaucoup de choses avec ça. Alors, des exemples que je peux dire, j'ai réussi par 2 fois à arrêter de fumer dans ma vie. J'ai fait aussi, avec des amis, des concours pour ce qui est des pertes de poids. J'ai réussi à perdre 30 livres en 1 mois et demi. J'ai refait encore le concours cette année aussi. J'ai réussi à perdre mes 27 livres. Je peux donner un exemple. On était 19 participants. Pour aller pouvoir la motivation, j'étais 5e au début. J'ai réussi à montrer 4e, ensuite 3e position, 2e, pour essayer de talonner le premier. Et j'ai réussi à le dépasser de 3,5 % de plus pour la perte de poids. Seulement par la puissance de la motivation. Alors, je pense que j'ai quelque chose de grand en moi. On peut dire un secret que je veux partager aux gens, je veux les aider. OK. Maintenant, ton approche d'écriture t'amène à développer aussi ton côté communication. Tu es quelqu'un qui a une formation maintenant en communication. Oui, j'ai été à l'école d'animation radio avec Stéphane Roy. J'ai fait la narration, j'ai fait l'animation de foule aussi. Puis j'ai fait aussi des cours, comme exemple Sylvain Bergeron, des cours de relations humaines. Et maintenant, je suis rendu dans l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe pour former des conférenciers, auteurs, Internet marketeurs et coachs. OK. Donc, tu te diriges vraiment vers une carrière de communicateur. Oui. Maintenant, l'écriture, c'est quand même quelque chose de particulier. Comment tu en es venu à développer ton premier projet de livre? Pour commencer, je pourrais dire, au secondaire, quand j'avais environ 14-15 ans, j'aimais beaucoup lire des livres de motivation, croissance personnelle. Puis je me suis dit, pourquoi pas un jour écrire mon livre? Mais c'était seulement un rêve d'adolescent. Ouais. Et je me suis dit, bon, OK, on continue, on fonce. Et puis, à prendre des notes, des philosophies, je me disais, bon, il faut que je persiste, même si j'ai de la misère à accomplir tel projet ou me réaliser. J'écrivais des notes sur les papiers, des fois sur les cellulaires. Et je me suis dit à la maison, on va tout mettre ça sur l'ordinateur, toutes ces pensées-là, et on va commencer à créer une histoire. OK. Donc, tu as commencé à compiler l'ensemble de tes notes pour être capable d'en faire quelque chose de concret, de complet. C'est ça. C'est ça. Et puis, j'ai regardé sur Internet, j'aime beaucoup l'histoire. Et le mythe de la boîte de Pandore, qui est justement sur le livre, sur la couverture. La boîte de Pandore, c'est que Pandore a reçu une boîte et il ne fallait pas qu'elle l'ouvre. Elle a décidé par curiosité de l'ouvrir. Et la boîte à catastrophe, la boîte de Pandore, a libéré la famine, la guerre, la maladie, la vieillesse et tout ça. Elle l'a fermée rapidement et l'espérance est restée prise à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait à mon lancement de livre le 16 décembre dernier à Drummondville, on a créé la boîte, on l'a ressortie, et la boîte, maintenant, a ouverte, a fait de la lumière et même a fait de la fumée, et l'espérance, le livre, est sorti dans l'intérieur. Alors, on a libéré l'espérance en 2012 pour ce qui est de motiver les gens, les aider à réaliser leur rêve, affronter leur peur et se réaliser. Maintenant, ta démarche d'écriture est quand même une démarche qui t'a demandé quelques années de travail, de réflexion. Et contrairement à ton côté communicateur, là, ça te demandait vraiment de trouver un fil conducteur, de t'asseoir et de travailler ton message. Est-ce que ça a été difficile pour toi, cette étape? J'ai eu beaucoup de misère à certains endroits. J'ai pris 2 ans, comme je disais, pour écrire le livre. Mais des fois, on se dit, bon, écrire un livre, c'est vraiment difficile. Il y en a qui pensent que c'est facile, c'est pas ça du tout. Et des fois, on a de l'inspiration et des fois, non, ça va pas bien. Puis, ça allait super bien pendant un bon bout de temps et ma mère est décédée au mois de septembre dernier. J'ai vraiment eu beaucoup de misère quand c'est arrivé, mais je me suis encore encouragé. Elle m'avait dit, quoi qu'il arrive, Stéphane, fie-toi à ton livre. Elle m'a dit ça et je savais pas qu'elle était malade, elle nous le cachait. C'est arrivé subitement au mois de septembre. Mais j'ai écouté son conseil et je me sers de mon livre, c'est incroyable. J'ai écrit ce livre-là, je me sers de ce livre-là pour passer au travers cette épreuve-là et ça fonctionne. Je veux aider les gens à passer par-dessus leur deuil et tout ça. Là. Mais il y a quand même une étape de maturation qui est nécessaire. Lorsqu'on s'attaque à l'idée d'écrire même un livre, on a souvent une maturité, on a à réfléchir sur nos acquis, à refaire des choix sur nos valeurs, à travailler notre message. Toi, ton fil conducteur a passé par l'idée de la boîte de Pandore. Oui. Hein, et de tourner les épreuves difficiles de ta vie en épreuves ou en messages positifs. C'est quand même un choix difficile de percer dans le monde de l'écriture, de galvaniser nos forces pour être capable d'en faire un produit. Est-ce que tu as eu de l'aide pour compléter ce projet-là ou tu as vraiment fait ta démarche tout seul?
Oui, j'ai commencé à écrire le livre. J'ai commencé par PDF, bon, comme tout le monde commence. Et puis, je me suis rendu compte, j'ai envoyé mon livre à quelques maisons d'édition. J'ai envoyé à 3-4 maisons d'édition. Il y en a 2 qui attendaient voir le résultat achevé, parce que je n'avais pas terminé. Et puis, j'ai reçu 2 réponses qu'ils ne prenaient pas. J'ai envoyé à un autre que je n'avais pas reçu de nouvelles encore. Alors, je me suis dit, en regardant sur Internet, pourquoi pas regarder pour l'auto-édition? Je m'avais créé une entreprise, pourquoi pas l'incorporer et que mon entreprise devienne ma maison d'édition, mon éditeur? Ouais. Juste pour montrer aux gens qui regardez si c'est possible de réaliser ses rêves, avancer. Alors, pour continuer à écrire le livre, il a fallu le faire corriger. J'ai trouvé ma propre régisseur, ma propre réviseuse. Et puis ensuite, j'ai trouvé mon imprimeur, qui est Bouquin Plus. Donc, avec détermination, Oui. tu as vraiment franchi toutes les étapes entre le projet d'écriture et la mise en marché. C'est ça, oui. Ce qui est un bel exemple de détermination en soi, parce que, en fait, tu as appliqué exactement la recette que tu prônes à l'intérieur de ton livre. Quel est le grand message qui se dégage de ce livre-là? Je peux dire une philosophie qui est dedans. La philosophie, c'est de devenir le meilleur de soi-même. On peut dire un peu le concept, ça fait partie d'une trilogie. En passant, ce livre-là s'appelle La face cachée de la vie. C'est le premier livre de cette trilogie-là. Et ce qu'il dit, c'est de changer notre perception de soi-même, changer sa perception par rapport à la vie. Car tout ce qu'on voit, d'une manière, c'est une partie de la réalité, mais d'une autre manière, on peut voir la facette différente, le côté positif de soi-même, le côté positif de la société. Regarder tout ce qu'on accomplit dans la vie, tout le courage qu'on a utilisé, savoir où on est rendu présentement, savoir qu'est-ce qu'on veut réaliser et foncer, y aller. Alors, je pourrais dire, devenir le héros de sa propre vie. OK, c'est bien. Donc, tu proposes une démarche de réflexion Oui. qui permet aux gens de faire un pas en avant et non pas un pas en arrière lorsqu'un coup dur arrive dans la vie. C'est ça, oui. Ah, c'est très bien. Est-ce que ton public, tu as identifié un peu quels sont les gens qui sont le plus susceptibles d'aimer ce genre d'ouvrage, Le monde merveilleux des possibilités? Est-ce que tu t'adresses davantage aux jeunes? Est-ce qu'à tout âge, on peut se permettre de se donner un petit peu de ressort pour reprendre les commandes de notre vie? Comment tu vois l'approche avec tes clients potentiels? Hein? Oui, je pourrais dire que ça touche tous les gens, à vrai dire, tous les gens qui se cherchent, tous les gens qui sont dans un tournant de leur vie, ne savent plus qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je pourrais donner des exemples ensuite. J'ai vendu un livre à le fils d'une de mes amies il y a 15 ans. Il l'a lu, il l'adore, il aime beaucoup les philosophies qu'il y a à l'intérieur. Où ce que je travaille aussi, j'ai donné à une personne qui est malade. J'ai laissé le livre, elle était éternellement reconnaissante, elle a même fait un cadeau pour ce qui est de ma fille. Mais je crois que ce livre-là peut toucher tout le monde, tous les gens qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de déterrer leurs rêves d'enfant, les réaliser. Puis, je pourrais dire que ce livre-là peut aider même les personnes qui sont malades, dans le sens... Parce que le livre parle des émotions positives, comment créer ces émotions positives par l'introspection, comment les intensifier à volonté aussi. Alors, ça touche tout le grand public, je crois, oui. Maintenant, est-ce que tu crois que pour les gens, l'effet de lire quelque chose de positif va avoir une influence sur leur propre décision? Est-ce que c'est sur ce mécanisme de communication que tu comptes? Oui, je compte dessus parce que je me fie sur des résultats qui sont fiables. C'est arrivé, je me l'ai fait dire. Il y a des gens qui étaient dans un tournant de leur vie. Ils ont eu la chance d'avoir le livre et ils ont retourné aux études, des choses comme ça. Alors, il y a un réel impact, le livre, sur les gens. Puis je suis content, très content. On dit souvent que nos pensées, en fait, dictent un peu la suite de notre vie. Si on a des pensées constamment négatives ou si on s'attache toujours à, je dirais, à regarder le côté sombre de notre vie, bien, on se met nous-mêmes un frein à ce qu'on peut accomplir. Toi, dans ta propre expérience, c'est quoi le plus grand exemple d'une possibilité que tu ne voyais pas et que tu as réussi à découvrir grâce à ta philosophie de vie? Parfait. Bien, je crois que... Le plus grand obstacle que tu as eu à affronter? Parfait. Je pourrais dire, je crois que c'est arrêter de fumer la deuxième fois. J'avais arrêté de fumer vers environ 16 ans, puis j'ai recommencé, et puis j'ai décidé d'arrêter de fumer une deuxième fois quand ma fille est née. Ma petite fille est rendue à 8 ans, elle s'appelle Novalie. Et ce que je crois, c'est qu'il faut avoir une grande motivation. Il faut le faire pour soi-même, oui, mais moi, je me suis
comme que j'ai dit à ma fille, je me suis fait la promesse ce jour-là, quand elle est née, qu'elle aurait son père le plus longtemps possible. OK. Alors, quand tu as une motivation puissante, j'avais essayé souvent avant. J'ai essayé, je crois, 14 fois arrêter de fumer la deuxième fois. Mais quand ma fille est née, c'était l'élément déclencheur. Regarde, là, j'arrête pour elle. Puis, regardez, je suis rendu dans 3 ans, rendu à 8 ans, puis j'ai jamais retouché une cigarette. Là. Fait que le pouvoir de la motivation, c'est incroyable. OK. Mais comment on cultive ça, la motivation? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un jour, peut-être après avoir lu un livre qui va nous rejoindre au bon moment, qui va nous semer une petite graine de positivisme, Oui. qu'est-ce qui fait qu'un jour, on choisit de combattre et d'aller vers le meilleur au lieu de se laisser glisser vers le pire? OK, très bonne question, c'est bien. C'est ça, le déclencheur, où est-il? La motivation, elle naît de quoi? C'est, comme je parle dans le livre, je crois que ça part de l'élément, j'appelais ça comme ça, l'écœurantite aigu. OK. Dans le sens, pour ce qui est de perte de poids ou tout ça, j'étais gras. J'étais, en tout cas, près de 200 livres il y a quelques mois. Et puis, bon, misère à attacher mes souliers en me penchant ou à aller travailler, j'étais plus épuisé en arrivant chez moi. Et c'est quand tu es vraiment tanné, quand tu es vraiment exténué de tout ça, je pense que la motivation, elle commence là. OK, Et donc, quand tu te sers de cette parfois souffrance-là... toucher le fond du baril. Dans ton cas, c'est ça. se rendre au bout de ce que tu peux tolérer puis ensuite rebondir. C'est ça, oui. C'est de rebondir puis se motiver. Et surtout, de ne pas regarder les résultats à court terme. C'est de regarder les résultats à long terme. OK. Comment on peut suivre l'évolution de ta communication? Est-ce que tu as un site Internet? Ou Oui. est-ce qu'on peut suivre? Oui, sur quel site peut-on te suivre? Je peux vous donner, pour commencer, la page promotionnelle du livre, qui est www.boîtepandore.com. OK. Et puis aussi le site de l'entreprise, www.vipinternational.ca. Alors, j'invite les gens à suivre, évidemment, l'évolution de la carrière de Stéphane Robichaud. Le monde merveilleux des possibilités est maintenant en librairie. Et je te laisse avec une petite pensée de Richard Bach, l'auteur de Jonathan Livingstone, Le Goéland. Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et ce qu'il m'est impossible de faire. Ensuite, je n'ai qu'à le faire. Wow! Merci Stéphane pour cette entrevue. Merci. Alors, nous vous revenons la semaine prochaine avec une autre émission d'Histoire de livres. D'ici là, n'oubliez pas, plonger dans une lecture, ça fait toujours du bien. Merci.